Bonjour, chers internautes de Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui une personnalité politique congolaise qu'on ne présente plus, président de la plateforme congolaise contre la corruption et l'impunité, Monsieur Benjamin Tungamani. Comment allez-vous? Bonjour Monsieur Bingwa. Avant de commencer, j'aimerais vous apporter quand même toutes les félicitations en disant que vous faites un travail remarquable parce que vous permettez effectivement de populariser, de dénoncer ce qui peut se passer au niveau de Brazzaville. Nous vous disons merci pour ça. Alors, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Sassou Nguesso a prononcé son traditionnel discours de l'état de la nation devant ses parlementaires. Pour résumer, voici ce qu'il dit. Le Congo est devenu un pays prospère dans lequel règne la paix, la sécurité. Le taux de croissance depuis plusieurs années est d'environ 5%, sinon un tout petit peu plus. Et le taux de chômage a fortement reculé et se situerait autour de 6%. Finalement, M. Sassou Nguesso a été un très bon président pour les Congolais. Avant que je réponde à votre question, il faudrait qu'on puisse placer le problème dans son contexte. Est-ce que M. Sassou Nguesso, qui est sur le départ, il faut le dire, qui est sur la voie du départ, est-ce qu'il voudrait faire un bilan sur toutes ces années, c'est-à-dire la trentaine d'années qu'il a passé au pouvoir, ou il veut faire effectivement le bilan de ces deux septennats? On se pose la question. Monsieur Sassou Nguesso, excusez-moi, Monsieur Tungamani, parle de ces 15 dernières années. Donc, il est revenu au pouvoir dans les conditions que vous savez. Il a fait, en tout cas, il présente ce discours comme étant celui du bilan de ces 15 dernières années. Donc, si vous me permettez, est-ce qu'on peut déjà faire ce bilan-là, même si vous pourrez faire un peu plus tard le bilan de ces 30 dernières années? Parfait, parfait. Le bilan, faisons-le. Pour moi, un président qui fait un bilan doit absolument aborder trois chapitres essentiels. Le premier chapitre, c'est le chapitre économique, si vous voulez bien. Le deuxième chapitre, c'est le chapitre politique, parce qu'il faut en parler. Et le troisième chapitre, c'est l'état de la société congolaise. Monsieur Sassou Nguesso nous a parlé très souvent d'économie, mais ne nous a pas parlé de l'état politique de la nation, et ne nous a pas parlé effectivement de l'état de la société congolaise. Qu'à cela ne tienne, je vais faire quelques commentaires sur le bilan de monsieur Sassou Nguesso. La première chose, je ne voudrais pas entrer dans une guerre de chiffres. Vous savez très bien que M. Sassou Nguesso le fait pour la communauté internationale. Les chiffres n'intéressent pas le Congolais lambda. Le Congolais lambda qui a 90 000 francs, lorsqu'il a 90 000 francs, et qui doit payer la césarienne de sa femme qui fait 200 000, qui doit payer la scolarité de ses enfants, ça fait à peu près 10 000 par enfant. Quand il a 4 enfants, ça fait 40 000. Il lui reste très peu d'argent pour vivre. C'est à ce Congolais-là, moi, que j'aimerais effectivement faire la réponse par rapport à ce que M. Sassou a eu à faire. Nous allons passer domaine par domaine. Alors, je vais prendre les points les plus importants. Nous allons parler par exemple du chômage. 6% du chômage, c'est un pourcentage du plein emploi. Plein emploi. À Brazzaville, il n'y a pas le plein emploi. À l'heure actuelle, parler de plein emploi en Afrique, c'est une véritable hérésie. Il n'existe pas de plein emploi. Donc, quand M. Sassou Nguesso nous donne 6%, les 6% ne veulent rien dire. Parlons de 3 000 entreprises dont il a parlé. Il nous a dit que par année, il y avait une création de 3 000 entreprises. Nous savons très bien que l'appareil productif congolais n'existe pas. Le Congo ne produit pratiquement rien du tout, dépend de l'extérieur. Donc c'est un chiffre qui est valable pour la communauté internationale. Pour moi, je le considère comme étant nul et non avenu. On nous parle effectivement des papiers administratifs qui sont devenus payants. Attends, nous sommes en train de rigoler là. Dans un pays qui se dit responsable, théoriquement, parler de papiers administratifs qui seraient gratuits, pour moi, c'est de la gnognotte. De quoi allons-nous parler encore? De la paix, de la sécurité. On fait une comparaison avec le pouvoir de l'Issouba, qui était un pouvoir dans lequel... un pouvoir qui n'a pas permis de remplir les conditions de paix et de sécurité. On a connu des guerres sous l'Issouba et c'est ce que M. Sassou dénonce. Alors, dites-nous clairement, est-ce que sous le règne de M. Sassou Nguesso, les Congolais ne sont-ils pas en paix ni en sécurité? Les gens disent qu'ils circulent du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Apparemment, il n'y a pas de problème de sécurité au Congo. Au moins là, vous pouvez reconnaître... Non, mais la première remarque que j'aimerais vous faire, c'est pour ça justement, j'aimerais bien revenir du point de vue historique à des choses qui ont été des choses qui nous ont démontré que M. Sassou Nguesso n'est pas l'homme de la paix. Avez-vous seulement vu au Congo un seul conflit, mais un seul où il n'y a pas la main de M. Sassou Nguesso? Je vais revenir ne fût-ce que jusqu'en 1977, la mort de Ngouabi. Jusque-là, ça n'a pas été éclairci. Il y a encore la main de Sassou. Nous allons parler de 1994, lorsque l'Issouba était au pouvoir.
Vous savez très bien que les ninjas ont été créés et armés par M. Sassou Nguesso. Nous parlons de 97, quand il y a eu le coup d'État, il y a la main de M. Sassou Nguesso. 98, il y a M. Sassou Nguesso. Théoriquement, il y a la guerre que quand M. Sassou Nguesso est dans l'opposition et la paix quand M. Sassou Nguesso est au pouvoir. Et puis quand on parle de paix, la paix, c'est pas tout simplement le fait que les armes ne parlent plus. Quand on parle de paix, c'est lorsque l'homme, dans toute son intégrité, est en paix. Est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle, avec autant de problèmes qui n'ont pas été résolus, le Congolais est à l'heure actuelle en face de problèmes qui n'ont pas été résolus, que ce soit les problèmes de tribalisme, que ce soit le problème des morts qu'on n'a jamais expliqué, je pense que M. Sassou Nguesso n'a pas apporté la paix. M. Sassou Nguesso a apporté la dictature. En période de dictature, il y a toujours une paix, puisque c'est la paix des armes. La paix des armes, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, nous, c'est la paix de la justice, la paix de la conscience, la paix des jeunes qui sont tendus vers un avenir. Cette paix-là, elle n'existe pas. Donc, M. Sassou Nguesso nous parle de la paix. Nous ne sommes pas d'accord. On comprend que vous n'êtes pas d'accord avec M. Sassou Nguesso, ni sur la paix, ni sur le plan économique. Pour vous, à vous entendre parler, le bilan de M. Sassou est catastrophique. Mais ce bilan-là, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'il n'est pas aussi celui de ses ministres? Pour être clair, est-ce qu'il n'est pas celui des ministres qui viennent d'être débarqués du gouvernement? Ça, on n'en parle pas suffisamment. Je vais répondre à cette question, mais avant, je vais continuer comme ma démonstration. Je vais dire qu'un bilan se décline toujours en termes d'objectifs. À l'heure actuelle, effectivement, on peut parler de chiffres, mais je vais prendre là, je regarde droit dans les yeux le Congolais moyen. Quels sont les objectifs en fait que nous aurions dû atteindre? Je vais les décliner les uns après les autres. L'eau, parlons-en. Est-ce que le Congolais moyen a l'eau potable? Je parle de l'eau potable. Et je peux aller beaucoup plus loin. A-t-il seulement l'eau tout court? Est-ce que M. Sassou Nguesso attend qu'on lui donne encore 100 ans pour pouvoir donner aux Congolais de l'eau potable? Grand point d'interrogation. Je peux aller beaucoup plus loin. L'énergie. Pour faire l'économie, il faut une énergie. Quelle est l'énergie qui existe au Congo avec toutes les coupures qu'il peut y avoir? Tout le monde sait qu'on ne peut créer aucune entreprise au Congo pour la simple raison que nous n'avons aucune énergie. Je continue beaucoup plus loin. Parlons des cadres, puisqu'on nous parle de 2025 qui va être l'année de l'émergence. Parlons-en. L'école. L'école n'est pas gratuite au Congo. Monsieur Sassou Nguesso le sait très bien. Et je lui parle droit dans les yeux. Je sais très bien que c'est l'État qui a fait qu'il devienne ce qu'il est devenu. Moi également, je suis devenu ce que je suis devenu grâce à l'État. À l'époque, l'État s'occupait de notre scolarité. Mais comment on peut expliquer à l'heure actuelle qu'on est obligé de verser de l'argent dans un pays qui a près de 4000 milliards de ressources, qu'on soit obligé, que le parent moyen soit obligé de sortir de l'argent pour payer les études? Monsieur Tsongamani, j'entends bien, excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez que sur Congo Liberty, il y a un esprit Congo Liberty où on pose des questions, on attend des réponses. Le bilan, je reviens donc sur ma question, le bilan de M. Sassou Nguesso, à vous entendre parler, n'est le bilan que de M. Sassou Nguesso et non de son exécutif, puisque, voilà, est-ce que les ministres sont autant responsables de ce bilan ou pas? Bon, vous soulevez déjà les grandes questions. J'allais certainement venir sur ces grandes questions, mais puisque vous les soulevez, nous allons répondre. Il s'agit du bilan, non pas de M. Sassou Nguesso, mais le bilan d'un système. Dans le système, il n'y avait pas M. Sassou Nguesso. Dans le système, tous ceux qui ont été ministres, qui ont appartenu au système, qui ont été ministres ou qui, à des postes les plus divergents, ont accompagné le travail de M. Sassou Nguesso, sont responsables. Alors, puisque je dois répondre directement, je réponds directement. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné M. Sassou Nguesso ont des comptes à nous rendre. Et dans votre question, je vois très bien ce que vous avez derrière la question. Je vais aller derrière la question. On pose la question, M. Tsongamani, voilà, que tous les Congolais se posent. Exactement. Je dis tout simplement, à ceux de la majorité présidentielle qui nous rejoignent, c'est une très bonne chose. Ils ont compris effectivement qu'avec M. Sassou Nguesso, nous étions en train d'aller vers un cul-de-sac. Mais la moindre des choses que je demanderais à ces ministres-là, à tous ceux qui ont occupé des rôles importants du point de vue de M. Sassou Nguesso, qui reviennent donc à l'opposition, qui reviennent à la résistance, au moins qu'ils fassent leur mea culpa. Peut-on aller vers un changement si nous avons des gens qui ont détourné de l'argent, qui ont participé à des tueries,
la moindre des choses que je demande quand même, c'est qu'ils viennent s'agenouiller auprès de leur peuple, demander pardon à leur peuple. Demain, en 2016, nous serons obligés de passer de toute façon par une période qui va être la période de la vérité et réconciliation. Nous ne voulons pendre personne. Vous savez très bien que je suis opposé à la peine de mort. Nous n'allons pas pendre personne. Mais ce que nous voulons, nous, c'est que les responsabilités soient totalement bien dégagées. Je ne citerai pas de nom, mais ceux qui nous rejoignent, ceux qui étaient au niveau de la majorité présidentielle, la seule chose que je leur demande, c'est de faire leur mea culpa devant le peuple. Il permettrait deux choses. La première chose, c'est de déstabiliser M. Sassou Nguesso. La deuxième chose, de dire effectivement que 2016 doit être un changement. 2016 ne doit pas être tout simplement la rencontre d'un homme avec un peuple. Ça doit être la rencontre d'un peuple avec lui-même. Et lors de cette rencontre-là, les problèmes de valeur sont très importantes. Tous ces morts, tous ces jeunes que nous avons fait disparaître, tout cet argent que nous avons détourné, nous allons le laisser comme pertes et profits? Non. Nous devons revenir là-dessus. C'est pour ça que j'estime quand même que dans l'opposition, nous devons également faire notre propre filtre afin que tous ensemble, nous allions vers le futur. Alors, comme vous venez de le dire, il y a des membres de la majorité présidentielle, en tout cas, qui ont créé l'IDC et sont donc contre la modification éventuelle de la Constitution. Hier, samedi 22 août, a eu lieu la signature d'accord entre l'IDC donc de Blanchard Serge Aubin et le FROCAD coordonné par Paul-Marie Mpouélé sur le respect de la loi fondamentale. Alors, en parallèle, il y a M. Sassou Nguesso qui, dans son discours de l'État de la Nation, dit que c'est le dernier discours qu'il tient de son septennat. Alors, finalement, et si M. Sassou Nguesso ne se représentait pas, puisque cette alliance-là se fait sur la base du respect de la Constitution, finalement, c'est un groupement qui n'est d'accord que sur le départ de M. Sassou Nguesso. Encore une fois, c'est un conseil que je donne, un conseil. Moi, je fais partie de cette opposition-là aussi, de cette résistance. Je dirais tout simplement que prendre le problème de M. Sassou Nguesso, de son système, rien que par l'intermédiaire de la Constitution, est une véritable erreur. Le problème n'est pas simplement au niveau de la Constitution. La Constitution, parlons-en. M. Sassou Nguesso a-t-il seulement respecté une seule Constitution? Je fais un report historique. En 77, nous avons une constitution. 79, il y a une autre constitution. Par la suite, M. Lissouba, ou plutôt les forces populaires, ont créé une autre constitution, celle de 92, qui directement a été défaite par M. Sassou Nguesso en 97. Aucune constitution n'a jamais été respectée par M. Sassou Nguesso. Donc le problème n'est pas un problème constitutionnel. Donc ne mettons pas le problème à ce niveau-là. Comme vous êtes en train de dire, qu'est-ce qui se passerait si M. Sassou Nguesso nous disait aujourd'hui qu'il respecte la Constitution? Alors qu'est-ce qui nous resterait? Donc, à mon avis, le problème de la Constitution est un problème qui est valable pour la communauté internationale, mais vous savez ce que je pense moi de la communauté internationale. Elle a ses intérêts, nous avons les nôtres. Il y a des moments où les intérêts sont convergents, il y a des moments également sont divergents. À l'heure actuelle, le véritable problème qui se pose, qu'est-ce que nous allons faire en 2016? Et le reproche fondamental que je fais à nos amis de l'opposition, c'est que nous parlons de la Constitution et nous ne parlons pas du problème fondamental de 2016. J'en reviens moi. Quel est le problème fondamental de 2016? Qu'est-ce que nous faisons en 2016? Est-ce que 2016 est le rendez-vous pour mettre en place un nouveau président? Ou 2016 est le rendez-vous pour redémarrer une nouvelle logique systémique? C'est-à-dire changer le système. Je dis toute ma réponse à moi, elle est claire et nette. Nous devons changer le système. Si nous devons changer le système, il y a une arme fondamentale, une arme de destruction massive que M. Sassou Nguesso a. Cette arme s'appelle le fichier électoral. Si nous gardons le fichier électoral que M. Sassou a, avoir recours au peuple ne donnera rien du tout, puisque chaque fois nous irons demander au peuple son avis, M. Sassou Nguesso sera gagnant. Donc le véritable problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est le problème du fichier électoral. Le problème de la Constitution doit être couplé avec celui du fichier électoral et du départ de M. Sassou Nguesso. Il y a trois problèmes. 1. Constitution. 2. Fichier électoral. 3. 2016, Sassou s'en va. Oui, mais M. Toungabani, vous faites quand même partie de l'opposition, en tout cas à ce que je sache. L'opposition, on a l'impression, n'a pas de calendrier et ne fait que réagir au calendrier de M. Sassou Nguesso.
si 3 mois avant l'échéance de 2016, M. Sassou Nguesso, pris par la bonne grâce du Saint-Esprit, dit qu'il ne se représente pas, qu'il est démocrate, mais qu'il prendrait toutes les mesures pour que le scrutin se passe. Qu'est-ce que vous faites à l'opposition? Vous allez bien évidemment aller aux élections avec ce fichier électoral-là? Non. À mon avis, le mot d'ordre qu'il faut dire à l'heure actuelle, c'est de dire, dans l'état actuel du fichier électoral, il n'est pas question que nous allions en 2016. Je le dis puisque je parle aussi bien à M. Sassou droit dans les yeux qu'à mes amis de l'opposition droit dans les yeux. Je leur dis, il faut d'ores et déjà que nous disions, dans l'état actuel du fichier électoral, il n'est pas question qu'il y ait des élections en 2016. C'est bien pour ça que je parle également à ceux qui, à l'intérieur de l'opposition, commencent à parler déjà d'un problème de présidence. Avant de commencer ce débat, je vous avais très bien dit que 2016 doit être le rendez-vous, non pas d'un homme qui demande le suffrage universel pour être président de la République, mais plutôt la rencontre d'un peuple avec lui-même. 2016, si nous devons arriver à 2016, parce que si nous pouvons chasser M. Sassou Nguesso avant 2016, moi je suis d'accord, pour la simple raison que M. Sassou Nguesso a commencé le coup d'État constitutionnel. Puisqu'il parle de coup d'État, dans ce cas nous réagissons parce que le coup d'État, nous ne sommes pas d'accord avec le coup d'État. Donc je pense effectivement, pour conclure à votre question, que 2016 ne doit pas être tout simplement réservé à l'élection présidentielle. Qu'à l'heure actuelle, nous le disons très bien, que en l'état actuel du fichier électoral, nous n'allons pas aux élections présidentielles. Alors vous allez peut-être me poser la question. Mais je vais vous poser la question, excusez-moi. Oui. Est-ce que avant l'élection présidentielle de 2016, vous dites que le fichier électoral n'est pas du tout correct, en tout cas ne remplit pas les normes internationales? Est-ce qu'on peut, avant l'échéance de 2016, refaire un recensement de la population au Congo? Est-ce que c'est encore possible? Non, je ne suis pas naïf en politique. Je ne suis pas naïf en politique. M. Sassou Nguesso ne le fera pas pour la simple raison que le fichier électoral actuel et M. Sassou Nguesso, c'est la même réalité. M. Sassou Nguesso ne serait pas au pouvoir s'il n'avait pas le fichier qu'il avait à l'heure actuelle. Donc, il ne faut pas être naïf. Il faut se dire effectivement que en 2016, avant 2016, M. Sassou Nguesso ne modifiera pas son fichier. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on prévoit déjà que 2016 ne sera qu'un passage pour nous. En 2016, il nous faut une transition. Il nous faut absolument une transition pour que nous puissions mettre en place tous les instruments qu'il faut pour que nous ayons, du point de vue du fichier électoral, quelque chose de potable, du point de vue de la justice, une justice qui nous permette effectivement de pouvoir juger de tout ce qui peut se passer autour des élections. Du point de vue administratif, qu'on règle le problème qui est en train de se passer parce qu'il y a le tribalisme, on n'en a pas parlé, mais on en parlera, je suppose. Du point de vue également des forces armées, il y a un tribalisme qu'on ne peut pas supporter. Donc, autant de problèmes qui font que nous ne pouvons pas aller vers l'après 2016 si on ne règle pas ces problèmes-là. Et c'est pour ça que nous disons, et je le proclame, en 2016, M. Sassou Nguesso partira, mais nous demandons aux forces démocratiques, comme nous avons fait lors de la conférence nationale, on ne va peut-être pas l'appeler une conférence nationale, une petite période de transition qui nous permettra de mettre au point les équilibres qu'il nous faut afin de redémarrer un nouveau changement. Alors, on va passer à quelque chose qui vous intéresse à plus d'un chef, les biens mal acquis. Le président Ali Bongo du Gabon, lors du discours qui a célébré l'indépendance du Gabon, a dit faire don de l'héritage qu'il a eu de son père, feu Omar Bongo, à la jeunesse gabonaise. Est-ce que vous vous réjouissez de ce qu'on peut appeler un don? D'autres pourront l'appeler restitution. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez. Et comme question subsidiaire, est-ce que si demain Sassou Nguesso faisait la même chose, vous vous réjouirez ou pas? Bon, me réjouir, comme je vous ai dit, je ne suis pas naïf. Il y a un combat politique que je mène, notamment parce que je pense effectivement que le problème de la corruption, le problème de l'impunité sont des problèmes fondamentaux par rapport au changement. Mon problème n'est pas de me réjouir ou de ne pas me réjouir. Ce qui est sûr, c'est que le problème que pose M. Ali Bongo nous permet tout simplement deux choses. La première chose, de dire que le problème des biens mal acquis est un problème réel, c'est la première chose. Et la deuxième chose,
que nous allons continuer le problème de l'instruction par rapport à ces biens. Parce que c'est bien beau que M. Bongo fasse don ou restitue ces biens-là, mais ce qui est important, c'est le procès. Le procès qui doit avoir lieu pour que la vérité rejaillisse sur les populations. Je suis content que la pression du peuple gabonais ait permis à M. Ali Bongo de prendre cette décision, mais pour moi, cette décision n'est qu'une petite goutte d'eau dans le véritable problème qui est un problème de réel bien mal acquis qu'il faut mettre en place. Par contre, la chose qui est très intéressante, c'est que le fait que M. Ali Bongo parle de ce problème, mais pose une interrogation au niveau de nos présidents. Je parle du président Sassou. M. Sassou a eu une attitude hargneuse vis-à-vis quand même du problème du bien mal acquis. M. Sassou Nguesso fait comme si le problème du bien mal acquis n'existait pas. Je vous fais quelques rappels. 2013, voyons Juju, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, Juju, la fille de M. le Président. Lorsqu'une perquisition a été faite chez elle, on a pu découvrir à peu près 8 millions d'euros. Vous vous rendez compte ce que ça représente, 8 millions d'euros? Et d'ailleurs, par rapport à ça, je responsabilise justement le peuple français en disant que les Français eux-mêmes sont responsables de ça. Dans les problèmes de biens mal acquis, il y a des corrompus et il y a des corrupteurs. Tour à tour, les Français et les Congolais sont corrompus et corrupteurs. Malheureusement, c'est toujours les mêmes qui sont les condamnés, c'est-à-dire nos populations. Donc, je pense effectivement que ce problème existe réellement. Chaque fois qu'on a fait une perquisition chez quelqu'un qui appartenait au clan de M. Sassou Nguesso, on a découvert de l'argent liquide. Donc, ce problème existe vraiment. Donc, M. Sassou Nguesso n'a pas à prendre une attitude hargneuse, une attitude de dédain vis-à-vis de ce que nous faisons. Le problème des biens mal acquis est un réel problème sur lequel nous devrons nous pencher. Oui, mais M. Tongamani, admettons que la famille Nguesso, puisqu'il s'agit d'elle, dise que c'est le fruit de leur travail et qu'ils faisaient don de tous leurs biens. On peut un tout petit peu rêver quand même de tous leurs biens, oui, au peuple congolais. N'allez-vous pas vous réjouir? On sait qu'aucun procès n'a été mené à bien pour récupérer ces biens. Donc c'est quand même déjà pas mal. Monsieur Mingwa, en supposant qu'aujourd'hui quelqu'un vienne voler chez vous, ou vienne se trouve avec votre argent, et vienne vous le rendre, est-ce que le grand problème c'est qu'il vous rende l'argent, ou le problème se rende compte c'est un véritable voleur? Le grand problème, vous savez, le problème des biens mal acquis, M. Sassou Nguesso a des voies de passage qui sont des voies opaques. Les biens mal acquis ne représentent que très peu de choses par rapport à ce qu'il y a. Je vous donne un exemple, le problème de Genvor par rapport au pétrole. Le problème de tous ces paradis fiscaux dans lesquels M. Sassou Nguesso met de l'argent. Tout ça, effectivement, doit donner lieu à un procès. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait qu'on nous restitue l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on donne les responsabilités. Il faut qu'il y ait des procès, que les Congolais sachent qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Si M. Sassou Nguesso a volé, nous aimerons que les Congolais disent, comme nous avons dit le temps de M. Hulou, M. Sassou a tout volé. C'est ça le problème. Donc ce qui nous intéresse, certes l'argent nous intéresse, hein, la restitution de l'argent est importante pour nous, mais ce qui nous intéresse, c'est le jugement. Nous aurions aimé que ça se fasse à Brazzaville. Malheureusement, nous connaissons l'état de la justice congolaise. Ce que nous disons, nous sommes venus ici en France, non pas parce que ce sont les autorités françaises ou les ONG françaises qui veulent faire du néocolonialisme, hein, comme on dit très souvent au Congo. C'est nous. La PCCI est une organisation congolaise. C'est nous qui pensons effectivement qu'il y a bien mal acquis dans notre pays. Et ce que nous voulons, c'est qu'on étale. Molangia Pembe, qu'on puisse dire qui a fait quoi. Et nous savons que M. Sassou Nguesso a détourné de l'argent. Ce que nous demandons, pas que M. Sassou Nguesso, puisque vous m'en avez parlé, il y a parfois des notes qui ont détourné. Mais il y a aussi, excusez-moi de vous interrompre, des biens supposés bien mal acquis au Congo. On voit des buildings poussés comme des champignons. Donc il y a aussi du travail. En tout cas, la PCCI pourrait aussi investiguer au Congo. Est-ce que par rapport à tous ces biens-là au Congo, vous avez des partisans de la PCCI qui s'en occupent sur place? Très très bonne question. Très très bonne question. J'en profite justement pour donner presque un mot d'ordre. Attention, que ce soit le problème du beach, que ce soit le problème des biens mal acquis,
je ne voudrais pas qu'on m'appelle ni monsieur Biamalaki, ni monsieur disparu du beach. J'espère que le problème du beach et le problème des Biamalaki sortiront du prétoire. Il faut que l'opposition congolaise se saisisse de cette affaire-là. À mes amis de l'opposition de la résistance, je leur dis, très très souvent, vous ne reparlez pas de ces affaires-là. Ce n'est pas que des affaires d'un prétoire. Vous savez très bien que ce type de problème d'État à État prennent toujours un nombre d'années avant que ce soit jugé. Ce que je voudrais, c'est que la citoyenneté congolaise se saisisse de ces problèmes-là pour en faire un problème de protestation. À mon avis, dans 2016, il doit y avoir aussi les biens mal acquis et les problèmes, aussi bien des disparus du beach, de ce qui s'est passé à Wando, de ce qui a pu se passer à Brazzaville, de ce qui s'est passé le 4 mars. Voilà. Il faut que la citoyenneté congolaise se saisisse de ces affaires-là pour dire effectivement que nous demandons des comptes. Monsieur Toungamani, vous avez beaucoup parlé du tribalisme, en tout cas vous l'avez dénoncé, mais depuis le temps qu'on en parle au Congo, personne n'a jamais fait des réelles propositions à ce sujet. Qu'est-ce que vous proposez exactement? D'abord un constat, il faut refaire le constat. À l'heure actuelle, tout le monde sait très bien que le problème de l'unité nationale est remis. Le projet, parce que c'est un projet en 2003, le projet de l'unité nationale a été mis à mal. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que pour être général dans l'armée, il faut sortir d'une région. Tout le monde sait très bien pour bénéficier d'un pouvoir, d'une place au niveau de l'État qui brasse de l'argent, il faut appartenir à une certaine région. Nous savons qu'à l'heure actuelle, effectivement, qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du pays qui font effectivement que le tribalisme est la politique dominante. Oui, mais M. Toungamani, excusez-moi, il y a quand même des ressortissants de toutes les régions qui sont au gouvernement. On a parlé, il y avait encore Claudine Mounari, Parfait Kolela, il y a quelques semaines dans le gouvernement, il y a Thierry Mongala. Vous ne pouvez pas, comme ça, taxer M. Sassou Nguesso de tribaliste. En tout cas, on constate que dans ce gouvernement-là, il y a bien des gens ressortissants des régions du sud du pays. Oui, ça dépend. Tombons d'accord sur les concepts à l'origine. Est-ce que faire l'unité nationale se prendre dans son gouvernement un certain nombre d'éléments qui appartiennent à plusieurs régions et les mettre ensemble? Non, je ne crois pas. Le tribalisme existe réellement dans tous les actes de la nation. Je vous prends par exemple l'armée. On peut faire un pourcentage. Je n'ai pas donné les chiffres avec moi ici, mais vous savez très bien que la plupart des généraux sortent effectivement de la cuvette. Ils sont peut-être les plus compétents. En matière militaire, et hier, n'y avait-il pas de militaires qui appartenaient à d'autres régions? Non, je ne pense pas. Le problème n'est pas à ce niveau-là. On peut également aller au niveau de responsabilités administratives. Prenez les grandes directions au niveau du pays qui brassent de l'argent. Vous allez vous rendre compte que toutes ces directions n'appartiennent qu'à une seule région. Non, moi je pense que la décision n'est pas à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait les Mounari au niveau du gouvernement, les Mounari, c'est des prétextes. Hein, que ce soit les Kolela, c'est des prétextes. Le véritable problème n'est pas là. Le véritable problème se trouve plutôt au niveau de quelle est la politique globale qui est menée au niveau du pays. Ça, vous n'avez même pas besoin de me dire, monsieur Mingwa, allez poser la question aux Congolais moyens. Il vous dira très bien que, bon, les gens le disent en passant, que le pouvoir appartient à la cuvette. Mais c'est vrai. À la conférence, nous avons parlé de mbochisation, mais c'était vrai. Là, nous avons fait pire. Je n'aimais pas beaucoup ce concept de mbochisation. On a parlé de la nibolékisation sous les Souba. Voilà, justement, c'est pour dire que le problème du tribalisme, justement, n'est pas un problème qu'au niveau de M. Sassou Nguesso. C'est parce que M. Sassou Nguesso est en train d'amener ce problème qui gère les politiques actuelles à son sommet, à son maximum. M. Sassou Nguesso, c'est lui qui est au pouvoir. On parle toujours de tribalisme dominant. Donc celui qui est au pouvoir. Nous n'allons pas parler du tribalisme des gens, des Nzabi ou des Vili, ils ne sont pas au pouvoir. Enfin, au pouvoir. En parenthèse, à l'heure actuelle, il y a une région qui donne l'impression qu'elle est au pouvoir, encore que ce ne sont pas tous les ressortissants. Allez à Oyo, vous croyez que tous les jeunes ont ce que M. Sassou a? Non, pas du tout. Mais quelles sont vos solutions, M. Toungamani? Alors, les solutions... On fait le constat, mais ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est des solutions. Bon, c'est des solutions. La première solution, je l'avais déjà donnée à la conférence nationale. Là, je me rappelle une discussion que j'avais eue avec M. Kolela, par rapport à la décentralisation. Oui, avec le vieux. Donc, Minzila. Oui, à l'époque on l'appelait le vieux.
avec le vieux Kolela, effectivement, il m'avait posé une question. Il avait dit, est-ce que vous avez réfléchi au problème du tribalisme? Je lui ai dit oui. La première réponse, qui est une réponse administrative et politique, c'est le problème de la décentralisation. Il faut rendre le pouvoir aux populations. Il faut que chaque Congolais, quel que soit l'endroit où il se trouvera, ait une partie du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait la différence entre l'État central et les régions. Qu'on fasse une véritable différence entre les prérogatives qui sont données à l'État central et les prérogatives qui sont données au niveau des régions. Les régions doivent gérer des budgets qui sont des budgets autonomes à l'intérieur des régions. Toutes les régions doivent avoir leur budget. Toutes les régions doivent avoir leurs assemblées au même titre que l'Assemblée nationale qui est au niveau du pouvoir central. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est la responsabilité des contre-pouvoirs, notamment les contre-pouvoirs de contrôle. Il faut que dans ces régions-là, en même temps qu'au niveau du pouvoir central, qu'il y ait effectivement des véritables contre-pouvoirs. À ce moment-là, effectivement, si je suis Larry, et c'est mon cas, je ne sais même pas si je suis Larry Bakongo ou je ne sais pas trop bien ce que je suis. En tout cas, mes parents sont... Donc on est métissé au Congo. Hein. Voilà, on est métissé. Je suis un peu Bateke, je suis un peu Sundi, donc au contraire, je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça. Donc je disais qu'il faudrait que, au cas où je me trouvais à Pointe-Noire, que j'ai la capacité de pouvoir apporter un coup de main à ce qui se passe à Pointe-Noire, que j'ai la possibilité de voter les lois qui se passent dans la région de Pointe-Noire, que je sois responsable, même si je ne suis pas né à Pointe-Noire. Chaque Congolais, en fonction de l'endroit où il habite, il doit avoir une parcelle de pouvoir. Voilà, du point de vue politique, en fait, la véritable solution. Faisons non pas que de la décentralisation, faisons de la régionalisation. Il faudrait que le Congo soit un certain nombre de régions autonomes, non pas du point de vue de leur valeur culturelle, non, autonomes du point de vue de leur composante même pluriethnique. Et c'est l'ensemble de ces régions qui vont faire le nouveau Congo. Comme vous savez, M. Tungabani, il y a un débat lancinant dont beaucoup ne veulent pas assumer les propos. C'est le problème que pose M. Poitipongo sur la scission. Je vous dis tout de suite. Pouvez-vous nous donner une idée sur cet aspect-là? Vous savez, c'est bien pour ça que j'ai voulu commencer par un constat. M. Poitipongo, ceux qui parlent la même chose, ils ont raison à un niveau. C'est par rapport au constat. Tous les Congolais le font, du nord au sud, tout le monde fait ce constat. Il y a de l'ethnocentrisme sur la base de nos pouvoirs. Voilà, ça c'est une donnée. Maintenant, les solutions qu'on apporte sont des mauvaises solutions. Parce que ce n'est pas parce que vous allez couper le pays en deux que vous n'allez pas retrouver dans les régions les mêmes phénomènes que vous retrouvez à l'heure actuelle. Vous allez tout le temps recentraliser les États. Ce n'est pas parce qu'on va se retrouver entre Congo qu'on n'aura pas de Congo voleur. Vous croyez qu'il n'y a pas de Congo voleur? Vous croyez qu'il n'y a pas de Mboshi voleur? Il y aurait des prisons. Voilà, c'est ce que M. Poitipongo dit. Mais oui, mais en quoi croyons-nous que le fait qu'on se retrouve entre nous Congo, nous allons mieux résoudre les problèmes que ceux qu'on n'a pas pu résoudre quand on était... De toute façon, un peuple il n'y a jamais eu d'uniformité culturelle dans un peuple. Tous les peuples du monde entier sont toujours des peuples. Il y a toujours un melting pot des cultures. Donc vous êtes contre le concept du Sud Congo, de Poitipongo et les autres. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Non, c'est irréaliste. C'est irréaliste parce qu'ils ne prennent pas en charge les véritables problèmes, qui sont des problèmes de justice. Mais je peux revenir sur ce qui fait ma politique basique, la corruption. Donc on voudrait nous dire que les Congos ne sont pas corruptibles, ou ceux du sud du Congo ne seront pas corruptibles. Parce que je vous parlais de M. Poitipongo. Je vais parler de l'impunité. Est-ce à dire nécessairement que quand on est en pays Congo, nous gérons le problème de l'impunité? Point d'interrogation. Donc nous disons que ce qui compte pour nous, c'est parce que, je vous dis, c'est parce que nous avons une difficulté à résoudre les problèmes globaux du Congo qu'on est en train de prendre des solutions qui peuvent être des solutions très intéressantes pour l'esprit. C'est vrai. Lorsque j'ai des problèmes dans ma famille, je dis, je me sépare de la famille, je sépare de mon frère, je règle le problème. Sauf que je ne règle aucun problème. Il y a les neveux, il y a tout le reste. Donc je ne règle pas. Donc il faut régler les problèmes à l'intérieur de la famille. Le Congo est une grande famille.
Le grand problème, c'est que nous devons lutter. Et dans cette lutte, la première chose, c'est le départ de M. Sassou Nguesso. Je reviens là-dessus. Et de son système. C'est son système qui sécrète effectivement le tribalisme. Quand nous aurons chassé ce système-là, en 2016, je reviens là-dessus, en 2016, nous pourrons imaginer à ce moment-là, un pays s'imagine. Les politiques sont des constructeurs de cathédrales. Nous devons imaginer un système dans lequel, effectivement, la base ne sera pas le favoritisme ni le tribalisme. La base sera le mérite. La base sera le contre-pouvoir. Un pouvoir et un contre-pouvoir. Voilà. Alors, Monsieur Tongamani, pour ma part, vous m'aviez fait rêver lorsque vous aviez parlé d'Exodus. J'étais prêt à faire mes valises avec beaucoup de compatriotes. Et depuis un moment, on n'entend plus parler d'Exodus. Où est-ce que vous en êtes avec ce concept-là? Est-ce qu'il a avancé? Est-ce qu'on peut avoir quelques bribes de ce projet? Mais Exodus a réellement avancé. Vous savez, dans la vie, il y a les concepts et ce qui est à l'intérieur des concepts. Que voulait dire Exodus? Exodus, c'est dit tout simplement la rencontre entre les forces vives intérieures et les forces vives extérieures. Mais à condition que nous rentrons au pays avec un projet national. À l'heure actuelle, à l'intérieur de la diaspora, est en train de se poser un problème. C'est le problème de 2016. Certains pensent effectivement que 2016 doit être tout simplement le départ de M. Sassou Nguesso. D'autres pensent que 2016 ne doit pas seulement être un point de carrefour pour l'élection d'un nouveau président, mais le point de départ de quelque chose de systémique. Donc Exodus, tel que je l'ai conçu, tel qu'il est en train de se réaliser, même si on n'en parle pas, c'est aller au pays pour que les forces extérieures rencontrent les forces intérieures et pour que nous puissions construire un nouveau Congo. Mais pour ça, nous sommes obligés d'avoir un projet. Donc tous ceux qui sont d'accord avec moi dans le sens d'aller à Brazzaville et de faire de 2016 un rendez-vous systémique sont dans Exodus. Parce que nous pouvons mettre nos valises en place, nous pouvons fermer nos valises, aller à Brazzaville. Moi j'attendais. Ça ne changera pas grand-chose. Je n'ai jamais dit que Exodus n'était que le fait de prendre des valises, qu'il y ait 400, 500 opposants qui aillent à Brazzaville. Non. Si vous allez à Brazzaville sans avoir un projet, ça ne sert strictement à rien. Le grand problème qui est en train de se poser à l'heure actuelle, c'est le problème des projets. Il nous faut un projet national. Il nous faut le projet national. Le projet national. Alors, Monsieur Tongamani, on va passer à votre plateforme politique, en tout cas à celle que vous appartenez, les Assises nationales du Congo. Pour ma part, j'ai l'impression que les Assises nationales du Congo, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire qu'il y a tellement il y a plusieurs sensibilités. Elles reflètent, à mon sens, ce qu'est l'opposition congolaise. À l'intérieur, vous avez donc des compatriotes qui veulent aller aux élections en 2016, quoi qu'il arrive, et puis vous, avec d'autres, comme le coordonnateur Jean-Luc Maleka, vous êtes pour une transition. Mais finalement, l'opposition congolaise n'est pas du tout prête. Vous vous ferez écraser par M. Sassou. Vous n'êtes d'accord sur rien. Bon, vous savez, je suis enseignant et très très souvent, lorsque j'ai un problème que les élèves me posent ou mes étudiants, je leur dis toujours, commençons par poser des bonnes questions. Hein, c'est lorsqu'on se pose des bonnes questions qu'on a des bonnes réponses. Posons une question. Est-ce que nous pouvons, en 2016, élire tout simplement un président et régler le problème du changement du système? C'est la première question. À cette question, je réponds non. Il y a trop de choses, il y a trop de choses à rééquilibrer au niveau du Congo qui font que un seul président ne peut pas s'occuper de ça. Il faut qu'il y ait une période de transition. Et moi, je dis très bien, il nous faut à peu près 3 ans de transition avec la possibilité que ceux qui seront effectivement choisis pour diriger cette transition ne puissent pas se présenter aux futures élections. Ça, c'est une voie, ça, c'est un impératif qui est important. Et quelles seront les caractéristiques de cette transition? Cette transition aura à refaire les équilibres à 3 niveaux. Les premiers équilibres, c'est déjà au niveau de la justice. Hein, je le prends comme ça dans le désordre. Au niveau de la justice. La justice congolaise doit être la justice qui permette effectivement de stabiliser le texte
et l'action de tous les jours. Entre les deux, il n'y a que la justice qui peut faire ce rôle-là. À l'heure actuelle, la justice appartient au pouvoir, ça ne va pas. L'indépendance de la justice, on en a besoin. Premier rôle. Le deuxième problème, c'est celui de la force armée. Nous devons effectivement faire de telle sorte que la force publique, la force armée soit républicaine, qu'elle n'appartienne pas qu'à une seule région. Quitte à ce que nous fassions des quotas. Il y a eu des années où il y a eu des quotas. Nous allons peut-être revenir au système du quota. Il ne faut pas que la force armée puisse servir une seule région. Il faut qu'elle soit là pour faire l'équilibre entre les Congolais. Le troisième problème, c'est un problème économique. C'est le problème de la justice sociale. Nous avons 4 000 milliards. Il faut qu'on mette au point des systèmes de contre-pouvoir qui vont faire effectivement que le fameux contrôle, la rigueur de la gestion économique, au moins les b.a.-ba de la rigueur économique reviennent de telle sorte que nous puissions équilibrer cette période-là. Milongo a eu une année, Milongo et tous les ministres donc, de la transition ont eu un an. En un an, ils ont fait des choses qui étaient remarquables. Donc ça veut dire que si on se donne 3 ans pour pouvoir équilibrer tout ça, ça va être très intéressant. La quatrième chose qui est très importante, c'est que cette transition, elle aura comme but, de trouver la nouvelle constitution, parce qu'on ne va pas se suffire de celle de 2002. Hein. On pourra revenir à celle de 92, par exemple. Certains. Ah oui, il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein. Nous soutenons celle de 2002, non pas parce qu'elle nous arrange, mais parce que nous voulons tout simplement prendre tout ça sous son propre piège. On peut le dire. C'est de l'opportunisme, finalement. Exactement. En politique, il faut travailler là-dessus. Donc, le but de cette transition sera également de mettre, d'une part, cette nouvelle constitution, mais d'autre part, de faire un fichier électoral qui soit un fichier adapté. Vous savez que le problème de ces fameuses listes pose un réel problème à l'heure actuelle. Mon ami Clément Mirassa en parle très très souvent, c'est pratiquement son cheval de bataille. Ben oui, c'est son cheval de bataille, il en parle en disant effectivement qu'on ne peut pas accepter un fichier électoral qui soit dans ce sens-là. Donc, cette transition aura ça comme but. Monsieur Tongamani, nous arrivons à la fin de notre émission. Mais il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu quand même, malgré tout. C'est celui des assises. D'accord, mais alors, vous avez 2 minutes pour le dire. Alors, les assises sont une très bonne chose. Parce que je dis tout de suite, historiquement, ça fait un bout de temps que je suis donc sur Paris, sur la diaspora, dans la diaspora, pour des tas de raisons. Je dis que nous n'aurons jamais une structure de la diaspora capable de réunir la totalité de la diaspora. Mais ça, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas sur une unité au niveau organisationnel, nous sommes sur un problème d'unité d'action. Ce qui compte, c'est l'unité d'action. Quand on aura résolu le problème que vous êtes en train de poser, c'est-à-dire quand on se dira que 2016 est l'année qu'il faut pour le changement systémique, à partir de ce moment, quel que soit ce que font les organisations, quel que soit ce que sont les organisations, nous irons dans le même cadre. L'avantage des assises, c'est le fait quand même que pour la première fois, nous avons réussi à trouver quand même une 60aine d'organisations qui sont unies ensemble. Donc, les assises, c'était une bonne chose, mais le grand problème maintenant, c'est la deuxième vitesse des assises que nous devons prendre pour pouvoir aller tous ensemble par rapport au système, aux forces vives extérieures. Je vous dis, là, je vous raconte un peu ce qui s'est passé au niveau de la conférence nationale. Quand nous avons quitté Paris pour aller à Brazzaville, ça n'a pas toujours marché correctement parce que les forces intérieures estimaient que nous étions en train de manger le camembert sur la scène et qu'eux, ils étaient en contact de la réalité. Non, nous prenons tous des risques. Hein. Je vous rappelle ce qui s'est passé pour Osebi. Hein. La dernière fois, j'ai oublié de reparler de lui puisque j'en parle toujours. Mais je vous signale quand même que lorsque la maison d'Osebi a brûlé, qu'Osebi est mort, la mienne brûlait aussi. Osebi était à Brazzaville, j'étais ici. Donc, quel que soit l'endroit où nous ne sommes pas en sécurité. Hein, ça, je veux le dire aux gens de Brazzaville, hein, à nos amis de Brazzaville. Nous prenons les mêmes risques, quel que soit l'endroit où on peut être, on peut apporter sa pierre. Donc les assises et les forces vives extérieures apporteront leur pierre. Donc nous demandons aux forces intérieures de nous ouvrir leurs bras de telle sorte que Tokende Namboka, Toyambasana. C'est ça le problème, qu'on se tienne dans les bras et que le chemin soit tracé. Votre dernier mot, monsieur Benjamin Tongamani? Alors, mon dernier mot n'ira pas en direction des populations, parce que je sais que les populations sont prêtes. Elles sont prêtes au combat. Nous avons vu les jeunes
qui ne demandent que ça, sont prêtes au changement et n'ont rien à perdre. Donc mon message ira droit aux politiques. Je vais vous faire un dernier rappel pour lequel j'ai tout le temps du mal à retenir mes larmes. Je vous donnerai des exemples. Vous avez pensé à la mort de Yulu et la mort de Pango. Avez-vous pensé à la mort de Ange Diawara, qui était un compagnon, et celle d'Ikoko? Avez-vous pensé à la mort de M. Marien Gwabi, avec celle de Massamba Leba? C'étaient des hommes politiques. Il faut que les hommes politiques se rendent compte qu'ils sont des bâtisseurs de cathédrales. Notre vie ne nous appartient plus. Les autres nous ont quittés. Mais ils nous ont donné 2 leçons importantes. La première, c'est Nord-Sud. C'est une icône. À chaque fois qu'un responsable du Nord est parti, un autre du Sud lui a tenu la main. À chaque fois qu'un responsable du Sud est parti, un autre du Nord lui a tenu la main. Donc, sachant que c'est à nous que revient maintenant le changement, que nos peuples nous attendent et que c'est à nous de laisser de côté notre fierté et de nous dire que notre vie appartient à notre cause. Je vous remercie. Ça sera le dernier mot de M. Benjamin Tungamani. Le site Congo Liberty vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de vacances. À très bientôt sur notre site.